Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. Cette semaine, l'émission sera d'une durée de 60 minutes pour vous présenter encore plus de contenu qui vous touche près de chez vous. Cette semaine, à l'émission, le chef du Parti québécois du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'entretient avec notre animateur journaliste Louis Bibeau. Robert Dufresne, bénévole de la clinique d'impôt de Belleuil, vient nous expliquer le retour du service en mars 2025. Audrey Schenck, spécialiste informatique chez Bleu Eden, démystifie pour nous le télétravail. Audrey Renaud, responsable du service scolaire de la Maison autochtone de Mont-Saint-Hilaire, vous invite à venir constater la fabrication traditionnelle du sirop d'érable. Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, rencontre notre journaliste Marie-Ève Brisebois au sujet du golf. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition de 60 minutes du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Les enseignants de la région réclament une réduction du nombre d'évaluations et de bulletins scolaires. Selon un sondage mené par la Fédération des syndicats de l'enseignement, 72 des enseignants estimeraient que le temps consacré aux évaluations nuit aux apprentissages. On propose notamment de passer de 3 à 2 bulletins par année, une mesure appuyée par près de 89 des répondants. Une première communication avec les parents serait maintenue, mais la majorité souhaite qu'elle soit repoussée à la mi-novembre. Le président du syndicat de Champlain, M. Jean-François Guilbeault, plaide pour un retour à une école centrée sur l'apprentissage plutôt que sur la gestion des résultats. Il affirme que la lourdeur des évaluations et de la production des bulletins freine la progression des élèves. Si cette réforme était adoptée, le premier bulletin compterait pour 40 de la note finale et le second pour 60 en tenant compte des épreuves ministérielles en fin d'année. Le syndicat assure que cette réduction n'affecterait pas les élèves en difficulté et continuerait à bénéficier des services d'accompagnement actuels. Le Centre de services scolaires des Patriotes, quant à lui, a refusé de commenter ces revendications, mettant en doute la méthodologie du sondage. Le parc canin de Belleuil, situé au coin des rues Radisson et du Repos, fermera définitivement ses portes d'ici le 15 mai 2025. L'annonce a été faite en séance publique par la mairesse Nadine Villot. Elle affirme que cette décision s'inscrit dans un projet plus large de réaménagement du secteur du parc Lorne-Worsley. Depuis son ouverture il y a 4 ans, le parc a été au cœur de nombreuses tensions entre ses usagers et le voisinage. La ville avait tenté de réduire les nuisances en limitant les heures d'utilisation et en mettant en place diverses mesures d'atténuation, mais cela n'a pas suffi. Avec la présence d'une école secondaire, d'un aréna et de plusieurs terrains sportifs à proximité, l'administration municipale estime que l'espace pourrait être mieux utilisé. Un nouveau parc canin a donc ouvert ses portes en novembre dernier sur la rue Serge-Pépin, près de l'autoroute 20. Quant à l'avenir du site de l'ancien parc, la mairesse Nadine Villot assure que les citoyens seront consultés et promet que le projet qui prendra la relève ne causera pas plus de nuisances aux résidents du secteur. Elle a également mentionné que le Centre des services scolaires des Patriotes est un partenaire clé dans la réorganisation de l'espace, ce qui pourrait mener à un échange de terrain. Une annonce officielle sur la nouvelle vocation du site est attendue dans les prochains mois. Les propriétaires de spa à Otterburn Park devront désormais payer les frais annuels de 40 $. C'est une première dans la région où, jusqu'à présent, seules les piscines étaient soumises à une taxe récurrente. En plus du permis d'installation obligatoire de 60 $, les propriétaires de piscines devront déjà s'acquitter du frais annuel de 80 $. La Ville explique que l'ajout de cette taxe pour les spas est une question d'équité. Selon les élus, un spa utilise environ la moitié de l'eau d'une piscine et doit être vidé et rempli plusieurs fois par an. Otterburn Park devient ainsi la seule ville de la vallée du Richelieu à imposer des frais annuels pour les spas. Ailleurs dans la région, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et McMasterville imposent des frais pour les piscines, mais ne prélèvent aucun montant récurrent pour les spas. Cette nouvelle taxe suscite des réactions parmi les citoyens, certains remettant en question son bien fondé et son caractère équitable. Reste à voir si d'autres municipalités suivront l'exemple d'Otterburn Park.
À Belleuil, le conseiller municipal du district 7, Martin Robert, a annoncé qu'il ne sollicitera pas de second mandat en novembre prochain. Absent des séances publiques depuis octobre pour des raisons de santé, il a expliqué que le climat tendu au conseil municipal l'a poussé à prendre du recul. Élu en 2021 sous la bannière de Belleuil, c'est nous, Martin Robert affirme que son expérience en politique municipale a été bien différente de ses attentes. Il déplore notamment que les grands projets aient, selon lui, été réalisés au détriment de certains services de base. C'est toutefois pour des raisons personnelles qu'il choisit de se retirer, souhaitant consacrer plus de temps à sa famille. Il ne ferme pas la porte à un retour en politique dans le futur, mais assure qu'il continuera de s'impliquer dans sa communauté. Quant à l'avenir de son parti Belleuil, c'est nous, dont il est le chef intérimaire, Martin Robert espère qu'une équipe solide sera mise en place pour la prochaine élection. Saint-Basile-le-Grand est en deuil après le décès de Bernard Gagnon, maire de la municipalité pendant 27 ans. Il s'est éteint le 13 janvier dernier à l'âge de 73 ans. Son successeur, Yves Lessard, ainsi que plusieurs élus de la région, lui ont rendu hommage soulignant son engagement et son travail acharné pour sa communauté. Avocat de formation, Bernard Gagnon a pris la tête de la municipalité en 1987. Il a marqué son mandat par de nombreuses réalisations, dont la construction d'infrastructures municipales majeures. Il a été aussi un fervent défenseur des terres agricoles et un acteur clé dans la communauté métropolitaine de Montréal. Les élus de la région saluent la mémoire d'un homme déterminé qui a su mener d'importants dossiers pour Saint-Basile-le-Grand. Un hommage officiel lui a été rendu lors de la séance du conseil municipal du 3 février. C'est la fin pour le célèbre chocolat Cherry Blossom. Mais bonne nouvelle pour les amateurs de la friandise, la chocolaterie du Vieux Belleuil propose sa propre version, la cerise royale, un chocolat artisanal inspiré de l'original. Créée déjà il y a 6 ans, cette friandise connaît un grand succès avec plus de 10 000 unités produites chaque année. Depuis l'annonce de Hershey, la chocolaterie observe une hausse marquée des commandes. En plus, la chocolaterie du Vieux Belleuil célébrera son 30e anniversaire le 1er avril et prévoit des boutiques temporaires pour la Saint-Valentin, notamment au Mile Montenac à Belleuil. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans la vallée du Richelieu. Nouvelle de dernière heure. TVR9 s'est rendu au grand retour du Resto Pop pour la banque alimentaire Le Grain de Sel. Voici les images que nous avons recueillies. Sa mère, elle a oublié de fermer son frigidaire. Comme vous avez pu le constater, certains maires et mairesses étaient présents pour cet événement, soit le maire Guertin de la ville de Saint-Hilaire, la mairesse Villot de la ville de Belleuil et ainsi aussi le maire de McMasterville, M. Dulac. Sans compter qu'il y avait Mme Nadeau, la préfète de la MRCVR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Nous pouvons voir d'autres images que nous avons recueillies pour vous. Oui, tout le monde est trop chaud. Notez bien que le Resto Pop aura lieu tous les mercredis et ce, entre 11h30 et 13h. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bienvenue à Belleuil. Merci. Alors, lors de votre allocution devant la Chambre de commerce et de l'industrie de la vallée du Richelieu, vous avez beaucoup mentionné par rapport justement aux menaces de tarifs que M. Trump fait miroiter par les temps qui courent, le tissu industriel du Québec, les PME, ainsi que la région de Montérégie est beaucoup surreprésentée en termes de PME, d'entreprises manufacturières. Comment vous voyez justement, vous avez évoqué l'accompagnement que le gouvernement du Parti québécois apporterait aux PME québécoises qui veulent exporter. Quel genre d'accompagnement vous proposez? Bien, essentiellement, évidemment que les gens en ce moment ont des préoccupations par rapport à ces tarifs-là. Ce qu'un gouvernement du Parti québécois ferait, puis c'est ce qu'on a proposé au gouvernement, on a même offert notre collaboration, c'est d'avoir une équipe Québec unie qui démarche les États-Unis, notamment en reconnaissant là où on est faible, pas tant parce que les Québécois ont été faibles, mais bien parce que le fédéral gère très mal la frontière depuis des années. En tout cas, c'est le discours du Parti québécois depuis des années. C'était le cas pour les armes à feu, la traite de personnes, Roxham.
Nous, ce qu'on dit et ce qu'on va faire comme gouvernement, c'est qu'il faut diversifier nos partenaires commerciaux. Donc, on veut voir rapidement, et c'est ce qu'on va faire comme gouvernement, mettre en valeur nos entreprises dans des marchés comme l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, de manière à ce qu'on ne soit pas entièrement dépendant d'un seul partenaire. Donc, pour nous, ça urge. On invite le gouvernement à le faire le plus rapidement possible. Puis pour ce qui est de l'approche économique, parce que les gens se demandent à quoi ressemblerait un gouvernement du Parti québécois par rapport au gouvernement actuel, nous, on va vraiment fermer le bar ouvert des subventions qui vont beaucoup aux grandes entreprises et aux multinationales. Évidemment que le sujet de Nordvolt, c'est le premier qui vient en tête ici, en Montérégie, mais aussi plusieurs autres grandes entreprises qui ont droit à soit des subventions ou à des cadeaux sur le plan du prix de l'énergie, alors que nos PME ne sont pas soutenues. Et si on veut créer de la richesse à long terme, nous, on pense qu'il faut accompagner nos PME pour qu'elles deviennent des grandes entreprises ancrées au Québec, loyales envers le Québec, envers nos travailleurs. Ça veut dire qu'on est prêt à alléger la paperasse, alléger les contraintes relativement à Revenu Québec, les soutenir en termes de recherche et de développement. Puis, en échange, tout ce qu'on va demander à ces entreprises-là, c'est de demeurer au Québec, d'avoir leur siège social au Québec, alors qu'une multinationale va commander qu'on investisse 200, 300, 400 millions, mais à la première occasion, elle va être prête à déménager puis à lever les feutres. Donc, c'est un changement de modèle où est-ce que nous, on veut miser sur les PME québécoises et faciliter leur développement et non pas miser sur la grande multinationale comme la CAQ l'a fait au cours des dernières années. Parlant justement de la multinationale, vous avez évoqué la question de Nordvolt. Malgré les critiques qui ont pu être formulées sur ce projet-là, comment vous voyez l'avenir de cette usine-là, finalement, dans le contexte actuel, étant donné quand même que c'est assez avancé? C'est très nébuleux. Il y a des sommes qu'on a investies dans Nordvolt Suède. Je doute qu'on va en revoir la couleur. Ensuite, qu'est-ce qui arrive du projet Nordvolt au Québec? Ce qui se passe aux États-Unis devrait nous inquiéter parce que les subventions ou l'aide financière à Nordvolt au Québec est miroir de l'aide financière que les États-Unis consentent à des projets dans le même secteur. C'est ça l'entente. Et par décret, Donald Trump vient d'abolir ce programme de subvention et on a posé donc la question à la ministre, avez-vous vu passer ce décret? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des subventions pour Nordvolt au Québec? On n'a pas eu de réponse de la ministre qui clairement avait l'air un peu surpris. Elle pensait que c'était seulement une intention, mais en fait, nous, on avait vu le décret. Ça s'est passé hier. Donc, je fais juste mentionner que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas que les tarifs. C'est une transformation aussi de l'environnement international qui permet ou non de soutenir financièrement un projet comme celui-là. L'autre variable aussi qu'on ne connaît pas, c'est la santé financière de Nordvolt elle-même. Parce que Nordvolt ne fera pas de projet à l'étranger si la maison mère se meurt. On a vu le président directeur général se récuser, changer de carrière. Ce sont des signaux qui devraient nous inquiéter dans le contexte où on a déjà injecté des centaines de millions de dollars dans cette affaire-là. Donc, on va suivre ça de près. On aura une réponse évidemment très claire pour l'élection de 2026, mais ce que je vous dis, c'est que c'est en développement et pas nécessairement en développement dans la bonne direction. Justement, dans Montérégie, comme vous le savez sans doute, on l'appelle souvent le grenier du Québec. Et certains observateurs mentionnent que M. Trump, lorsqu'il augmente les tarifs, il y a derrière la tête, évidemment, une renégociation des accords de libre-échange avec le Canada. Très possiblement. On sait qu'il a souvent évoqué la question du Wisconsin, les producteurs de lait américains aimeraient avoir accès au marché canadien. Bref, toute la question de la gestion de l'offre. Comment vous voyez cette question-là, la gestion de l'offre? Parce que, bon, la Montérégie, par exemple, est très touchée par ça. On a beaucoup de producteurs laitiers, de producteurs d'œufs, de poulets. Comment vous voyez cette question-là dans le contexte actuel? Bien, c'est de protéger le Québec d'abord et avant tout. Rappelons que le Québec n'est pas autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc, la vision du Parti québécois, c'est d'être un partenaire avec le secteur de l'agriculture pour qu'on soit autosuffisant. Évidemment, ensuite, les exportations, j'ai l'impression, comme vous le dites, que l'environnement va changer. Mais est-ce qu'on va continuer à protéger nos agriculteurs pour être certain d'avoir cette capacité de se nourrir? Nous, on veut étendre la production en agriculture pour être plus solide que ce qu'on a vu, par exemple, en temps de pandémie.
On avait fait le calcul, là, puis si jamais la pandémie avait été plus sérieuse et que vraiment le marché mondial se serait détérioré, on n'est pas en position de nourrir notre population en ce moment. Donc, nous, on veut augmenter ce secteur-là qui va trouver preneur. Si ce n'est pas aux États-Unis parce que les États-Unis veulent changer les accords, puis nous, on n'est pas d'accord parce qu'on veut protéger nos agriculteurs, comprenons qu'il y a le marché européen qui, lui aussi, a sa part d'incertitude avec la Russie, avec une géopolitique aussi qui n'est pas toujours évidente. Je pense que ce qu'on va voir dans les prochaines années, c'est un peu de retour au protectionnisme, peut-être beaucoup, mais aussi pour le Québec, une diversification de nos partenaires pour ne pas être menacés par une volonté politique qui pourrait nuire à nos agriculteurs. Évidemment qu'on va les protéger, parce que si on ne peut pas nourrir notre population, on n'a pas d'avenir. Aussi simple que ça. Je vous remercie beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. On accueille en studio M. Robert Dufresne, qui est bénévole pour la clinique d'impôt. Bonjour, M. Dufresne. Bonjour. On dit dans la vie qu'il y a deux certitudes, la mort puis les impôts. Ben oui, c'est On vrai. peut c'est compter ça, sur là. vous pour une des C'est deux. ça. Puis il y a juste une qui m'est arrivée à ce jour. Puis quand l'autre arrivera, je ne peux plus rien faire dans mon d'impôt. Parlez-nous un peu de la clinique. Vous êtes bénévole depuis 8 ans. 8 ans. Pourquoi à la vous avez clinique. décidé d'aider les gens avec ça? L'idée, c'était d'aider les gens. Donc, au départ, on dit, c'est bon, je les ai fait toute ma vie, je faisais pour moi, pour mes enfants, je dis ça, je sais faire ça. Est-ce que je peux aider les gens? Donc, c'était une façon d'aider les gens. Maintenant, c'est aider les gens et d'être récompensé par le sourire qu'ils me rendent lorsque le rapport d'impôt est envoyé à M. Legault et M. Trudeau. Personnellement. Ah, personnellement, c'est ce que je leur dis. Votre rapport est rendu à M. Legault. Il m'a répondu « Merci beaucoup ». Fait que je fais ça à chaque personne que je rencontre. Parlez-nous de la clinique d'impôt de Belleuil. C'est pas la première année, là. Ça fait déjà plusieurs La années. clinique que d'impôt c'est existe depuis à peu près, l'équipe de bénévoles, là, OK, qui évolue à tous les ans. On était à peu près 20-25 bénévoles, OK? On travaille toujours, l'équipe des bénévoles, en vertu d'un organisme qu'on peut appeler responsable. OK. L'organisme responsable pour nous, à Belleuil, c'est les Chevaliers de Colomb de Belleuil. C'est eux autres qui sont nommés auprès des instances pour tenir la clinique d'impôt. Il faut savoir qu'une clinique d'impôt comme ça existe partout au Canada, dans toutes les régions. Fait que si on cherche à Impôt Canada, comptoir d'impôt, je demeure à Longueuil, on va donner l'adresse du comptoir d'impôt en question. OK? Fait que les bénévoles, ça le dit bien, c'est bénévole. Fait que nous, on prépare les rapports d'impôt aux gens. On a un ordinateur devant nous autres, OK? On parle avec les gens, on complète avec un logiciel l'information de l'impôt. Et lorsque c'est terminé, on leur montre, évidemment, avant d'envoyer. Êtes-vous d'accord? On l'envoie. À qui Ça dure s'adresse? une demi-heure à peu près. Ça dure une demi-heure? Faire un rapport d'impôt. Et c'est pas que comme dans beaucoup de bureaux de comptables, nous rencontrons les gens pendant une demi-heure. Ils viennent une seule fois pendant une demi-heure. OK? Ça doit être des dossiers plus simples. C'est des dossiers OK. simples. Ça s'adresse à donc des gens qui ont des revenus modestes. Donc, il faut un revenu maximum de 35 000 par année pour une personne seule, 45 000 par année pour un couple. Bon, il y a 2 000 de plus par enfant qu'on peut avoir. Fait que c'est beaucoup des gens qui sont à la retraite, des travailleurs qui ont des revenus modestes, donc des T4, il n'y a pas beaucoup de T4, des gens sur l'assistance sociale. On en fait depuis quelques années à peu près 800-900 par année. Quand même. C'est beaucoup. Donc, à peu près, mettons, on est sur les 20-25 bénévoles, il y en a peut-être 15 à 18 qui sont des préparateurs d'impôts, puis on fait comme ça. Fait que moi, dans une journée, je peux me rendre là, je peux en faire, quand j'ai une journée, une dizaine, entre 8 et 10 par jour que je peux faire le rapport d'impôt. Fait qu'à la fin de l'année, quand je calcule le nombre, là, j'en ai fait 90, 100. Quand même, c'est une belle expérience de C'est fiscalité. super. Puis des gens très intéressants qu'on rencontre, très différents de nous, souvent, c'est ce qui est intéressant. Moi, je suis un type d'individu, je rencontre quelqu'un d'autre qui est complètement différent. C'est de rencontrer de ça, puis d'être capable de comprendre les valeurs de tous. OK? Est-ce qu'il y a déjà un ou une contribuable de la clinique d'impôt qui vous a marqué? Vous avez Oui. dit cette personne-là. Oui, elle était Rose. Rose? Rose. Elle s'appelait pas Madame Rose. Son vrai nom, c'était pas Madame Rose, je n'ai pas le droit de le dire. Mais moi, je l'appelais Madame Rose. Pourquoi? Quand elle s'est présentée à la clinique, son crayon était rose, son cartable était rose, ses ongles étaient roses, ses cheveux étaient teints en rose, correct? Fait que moi, tout était rose. Son porte-clés était rose. Une fois, j'ai vu par la fenêtre que son auto était rose.
Ça fait que là, je préparais ce rapport à tous les ans, puis quand elle arrivait, j'étais content de le voir. Elle me rencontre au restaurant. Bonjour, Robert, on va recevoir l'an prochain. Oui, on va recevoir l'an prochain. Il n'y a pas de problème, on est dans la région. La clinique a manqué de tomber à l'eau il y a 3-4 ans. OK? J'ai fait partie du comité de survie de la clinique d'impôt. OK? Et là, comment on voulait convaincre une autre organisme de le prendre en charge, ce qui est devenu les Chevaliers de Colomb, OK? Je leur disais, s'il n'y a plus de clinique d'impôt, qu'est-ce que je vais dire à Mme Rose quand je vais la rencontrer au restaurant? Je vais lui dire quoi? Bien, je me servais beaucoup de Mme Rose comme portrait robot des gens qui viennent nous voir. OK? Lorsque la clinique est reprise par les Chevaliers de Colomb, on était dans le local, Mme Rose est rentrée, elle a eu un standing ovation. J'ai expliqué pourquoi. Elle était bien contente. Fait que si elle nous écoute, peut-être qu'elle va se reconnaître. Bonjour, Mme Rose. Mais c'est un service important pour les gens, puis les gens, des fois, ils ne comprennent pas bien à quoi ça sert faire un revenu d'impôt quand on a un petit revenu, un petit... à quoi ça sert? Il faut faire un rapport d'impôt. D'abord, souvent, les gens, ces revenus-là, n'ont pas ou peu d'impôts à payer. Souvent, ce n'est même pas l'impôt, c'est juste l'assurance médicaments à payer, correct? Par contre, ils obtiennent des crédits de TPS par le fédéral, des crédits de solidarité du provincial. Beaucoup plus à retirer qu'à payer. S'ils ne font pas de rapport d'impôt, ils ne l'obtiendront pas. OK? Alors, on a des gens, des fois, qui ont dit, on n'a pas fait notre rapport d'impôt depuis 3-4 ans, pouvez-vous nous aider? Fait qu'on les reçoit avec le logiciel d'impôt, on fait les rapports d'impôt, 3-4, et ils vont recevoir des arriérés sur ces choses-là. À tous les ans, on calcule les retombées économiques. Combien on récupère pour chacun? C'est autour de 2 millions pour 8 à 900 rapports d'impôt. Est-ce que ça leur arriverait d'une autre façon? Probablement, il irait voir un comptable, il irait voir un ami qui le ferait, ça leur arriverait. Mais quand même, c'est un service qui est très important pour eux. C'est sûr. Puis il y a des gens aussi qui ont besoin d'aide pour ça. Ça peut faire peur à quelqu'un qui n'a jamais fait ses impôts depuis longtemps de devoir retomber dans sa paperasse. Par exemple, quel genre de papier que les gens doivent apporter lorsqu'ils viennent vous voir? Bien, évidemment, c'est important d'avoir, si vous avez des revenus d'emploi, le T4, OK, ou le relevé 1 là, du côté Québec, c'est important d'avoir, bon, on va prendre quelqu'un qui est rentier, OK, donc la rente du Québec, la pension la pension de jeunesse, moi j'appelle la pension de jeunesse, la pension de jeunesse, OK, les autres rentes que vous pourriez avoir. Si vous êtes responsable d'un logement, donc propriétaire ou locataire, vous avez un document qui est à apporter, soit votre compte de taxe pour qu'on ait le numéro de matricule du document, soit un relevé de 31 donné par votre propriétaire pour démontrer que vous êtes responsable d'un logement. Et c'est une composante importante de la crédit de solidarité d'avoir cette information. De toute façon, quand les gens appellent pour prendre rendez-vous, parce que c'est sur rendez-vous, là, on ne se présente pas, je veux faire mon rapport d'impôt. Là. Comment on fait pour prendre rendez-vous? On appelle au 450-864-1211. On va mettre le numéro de téléphone en bas de l'écran. Donc, à la maison, si vous devez appeler, prenez le numéro en note. Puis, on va pouvoir vous donner l'information. C'est ça. Les rendez-vous ont commencé à être pris depuis lundi, donc il y a quelques jours. J'ai laissé un texto tantôt pour savoir combien il y en a pris à ce jour. Je ne le savais pas. Je le sais que rendu à lundi après-midi, il était déjà rendu à 25. Ça fait que je peux lui faire l'hypothèse qu'il y en a au moins une centaine de prix déjà de rendez-vous. OK? Mais comprenez qu'on est ouvert 4 jours semaine, du mardi au vendredi. 3 préparateurs d'impôts, une demi-heure chaque, ça fait qu'on a quand même un bon volume. C'est à quel endroit à Belleuil? Je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est dans le vieux Belleuil, l'ancien kiosque touristique qu'il y a là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, en face du Septembre. Quand ils vont appeler, ils vont dire « N'oubliez pas d'apporter tel papier, n'oubliez pas, c'est à telle adresse. » Ah oui, c'est important que les gens apportent leur rapport d'impôt de l'année précédente. OK? C'est un contrôle de qualité pour nous autres, ou répéter l'élémentaire, dépendant de ce qu'on veut faire par rapport à ça. Donc, on peut vérifier, parce que, regarde, on n'est pas des comptables, on prend des situations simples, mais avec ça, on est capable de vérifier. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, apportez plus de papier que pas assez de papier. Fait que des fois, les premiers 5 minutes, je trie les papiers. Ça, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile. C'est ça. Une boîte, généralement. Ils ont une enveloppe, on dit, mettez tout dans l'enveloppe de l'année précédente. Ils apportent ça. On part des rendez-vous du début mars, donc le 3 mars, je pense, jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Les gens ont jusqu'au 30 avril pour... oui, c'est ça. Si à la fin, il y a une demande, on va peut-être étirer une journée. Des fois, le gouvernement étire d'une journée. Là. On va suivre ce qu'il y en a et du volume qu'on a. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent dans la première moitié de mars qu'il y en a en avril. Les gens sont anxieux de le faire. Ma blonde est à l'accueil. Elle a dit, les gens arrivent stressés puis ils partent sur un nuage.
OK? Ben, Parce que merci. c'est beaucoup. Merci beaucoup, M. Dufresne, de faire ça pour les gens de Belleuil. Je rappelle, vous êtes bénévole pour la clinique d'impôt de Belleuil. Et puis, Tout à fait. je vous souhaite d'aider le plus de gens possible cette année encore. Un petit point. Une Allez-y. nouveauté cette année, on va se déplacer à Saint-Jean-Baptiste et à Saint-Charles pour faire des rendez-vous sur place. Même numéro de téléphone? Au même numéro de téléphone, ils vont prendre des rendez-vous, puis si les gens le demandent, c'est annoncé dans ces villes-là, puis les gens ils vont leur offrir ça sur place. Un grand merci. OK, merci à vous de nous recevoir. Au revoir. On reçoit aujourd'hui Audrey Schenck, qui est spécialiste en informatique chez Bleu Eden. Merci d'être avec nous, Audrey. Merci Marc-Antoine. Tu voulais nous parler aujourd'hui des bonnes pratiques en matière de télétravail. Absolument, mais veut pas, avec la pandémie, on a eu à s'adapter très, très, très rapidement, mais souvent les bons réflexes ou les bonnes méthodes de travailler sécuritairement à la maison n'ont pas nécessairement suivi. Maintenant, ça fait partie de la vie des gens tellement. Comme tu dis, il y a eu beaucoup plus d'opportunités de télétravail. Ça devient même un critère quand on sélectionne un emploi. De quelle manière est-ce qu'on peut être efficace quand on est à la maison? Puis comment bien se protéger? Bien, il y en a plusieurs, en fait, Marc-Antoine. Une des premières choses, c'est d'avoir ce qu'on appelle un réseau privé virtuel ou un VPN. OK. Parce que ça fait, grosso modo, c'est que ça va encrypter, ça va sécuriser les communications. Donc, ça vient se mettre, si on veut, par-dessus notre connexion Internet. Puis, normalement, c'est quelque chose que l'employeur devrait fournir. OK. Puis ça, on installe ça sur sa connexion ou sur son ordinateur? Sur l'ordinateur. OK. Sur chaque ordinateur, ça prend... C'est un programme? Oui, généralement, c'est un programme. Des fois, il y a un équipement qui est relié à ça, là, exemple, dans le bureau de l'entreprise. Mais il y a aussi des versions infonuagiques où est-ce que c'est logiciel seulement et donc juste dans l'ordinateur. Ça va protéger l'information qui va se transférer de l'ordinateur au système. Qu'est-ce qui arrive si on n'en a pas de réseau comme ça, de privé virtuel? Oui, bien en fait, toute personne qui est moindrement un peu dégourdie pourrait aller chercher un logiciel gratuit sur Internet pour intercepter le trafic, ou dans nos termes, sniffer le trafic, puis de voir des informations super sensibles et super importantes. OK. Là, tu disais ce seraient les employeurs qui devraient un peu fournir ça à leurs employés. Absolument. OK. Bon, OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en tant que travailleur? Est-ce qu'on a des moyens de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui affecte notre ordinateur? Solution gratuite qui prend 1 seconde, c'est de verrouiller sa station de travail. Même si on va juste à la salle de bain, même si on part un petit lavage. Puis, ça a déjà été vu, là, des cas qui avaient été un peu médiatisés, de chats qui marchaient sur le clavier de l'ordinateur puis qui a vraiment causé des dommages importants à l'organisation. Donc, en verrouillant la session, le pire des cas qui arrive, le chat se promène sur le clavier, sur l'endroit où est-ce qu'on met notre mot de passe, mais ça ne peut pas avoir d'impact sur l'organisation en tant que telle. Mot de passe, un petit mot là-dessus. Comment faire d'avoir un bon mot de passe? Bon mot de passe, c'est sûr que de nos jours, d'avoir un minimum, gros minimum de 16 caractères et même plus, c'est vraiment recommandé. De plus en plus aussi, les entreprises vont forcer des politiques de mots de passe. Et bien sûr, avoir majuscules, minuscules, caractères spécial, chiffres, et de ne pas avoir des choses en séquence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, super facile à décrypter. 1, 1, 1, 1, 1, super facile à décrypter. Donc, souvent, le truc, c'est de se faire une petite phrase un peu comme une blague à l'interne ou quoi que ce soit, qu'il y a pas mal juste nous qui pourraient être au courant, puis en remplaçant certains caractères pour d'autres choses. Est-ce qu'on doit changer son mot de passe? Souvent, tu sais, des fois, on nous force à faire des changements après 6 mois, après tant de mois. Est-ce que c'est nécessaire? L'idéal, c'est sûr que oui. La bonne pratique serait de faire un changement aux 3 mois. Donc, je sais que ça peut paraître incroyable. Des fois, justement, ça va être forcé par l'entreprise ou quand on a un gestionnaire de mots de passe, il y en a certains qui vont nous indiquer « Oh, ton mot de passe, ça fait trop longtemps que tu l'as. » Il ne va pas le changer à ta place. Mais au moins, il va te lever un drapeau rouge de dire « Change-moi, je suis trop vieux ». On a entendu aussi certains logiciels qui imitent le mouvement d'une souris, mais je pense qu'il y a des façons pour les employeurs de voir qu'on ne travaillait pas vraiment. Effectivement, en arrière-plan, il y a des façons de voir si la personne était connectée ou qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est sûr que je vais toujours prôner la transparence là, entre employeurs et collègues de travail. Audrey Schenck, c'est un plaisir de te recevoir encore aujourd'hui. Je rappelle, tu es spécialiste informatique chez Blue Eden. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
En ce début de mois de février, la Ville de Chambly a tenu une conférence de presse sur l'ancien terrain de golf pour annoncer les dépôts et adoptions des réglementations. On peut l'écouter. Bien, bon matin. On dit qu'on va procéder à des annonces. En fait, je vous dirais qu'aujourd'hui, on vous a invité surtout pour préciser des prochaines étapes là, dans tout l'exercice qu'on déploie déjà depuis près d'1 an en termes de participation citoyenne là, autour de l'ancien golf de Chambly. En effet, là, l'entente qu'on avait entérinée, qu'on avait signée, l'entente tripartite pour l'acquisition de 70 % de l'ancien golf, c'était en janvier 2024, donc on se retrouve février 2025, puis on est prêt à adopter des modifications réglementaires. On voulait vous rencontrer ce matin, journalistes, pour s'assurer qu'on venait préciser l'exercice réglementaire qui était prévu, puis qu'on revenait aussi sur toute la démarche de participation citoyenne, parce que pour nous, c'était très important de s'assurer que tout était clair autour de ce projet-là. C'est un projet majeur. C'est le dernier espace qui nous reste dans le périmètre urbain, donc à définir, à travailler. C'était pour nous très important de rendre ça très clair. Donc, ce soir, au Conseil de ville, il va y avoir l'adoption là, de tous les règlements qui vont encadrer le développement de l'ancien golf. Donc, il y aura bien sûr des modifications au niveau du plan d'urbanisme, ainsi que tous les règlements là, qui se rapportent et qui doivent fonctionner en concordance avec les changements qu'on va opérer au plan d'urbanisme. Madame Labbé explique en quoi consistera l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu à la fin du mois de février. Donc, ce soir, on va adopter le projet de règlement, les projets de règlement, parce qu'il y en a quelques-uns. Ce que ça va nous permettre, c'est de présenter enfin là, tout le travail qui a été fait avec la cohorte citoyenne, puis vraiment de déposer l'exercice final pour recevoir les commentaires des citoyens. Donc, quand je vous disais qu'on voulait aussi vous parler, préciser les prochaines étapes, c'est que le 20 février prochain, on va tenir une assemblée de consultation publique, on va le dire comme il faut, assemblée publique de consultation. Il y a toujours une importance sur les mots là, dans le contexte réglementaire. Vous allez voir, c'est quand même, c'est pas simple, les règlements sur la loi d'aménagement et d'urbanisme. On en parle souvent, on en rit, mais c'est très complexe, puis on veut être sûr de faire les choses dans le bon ordre. Donc, 20 février, assemblée publique de consultation à la salle Emma Bonny dès 19h. On va pouvoir là, vraiment parler ensemble là, du plan final qu'on va déposer. Ensuite, le 18 mars, donc prochaine séance du Conseil, on procéderait à l'adoption du règlement de plan d'urbanisme ainsi que les règlements de concordance qu'on aura présentés. Puis, s'ensuivent là, certains mécanismes qui sont prévus là, pour permettre de faire un examen de la concordance qu'on aura déposé. Donc, si tout se déroule là, selon les étapes prévues, mai-juin 2025, là, on devrait être capable de dire qu'on est en mesure là, de mettre les règlements en vigueur puis d'avancer dans ce projet-là. Étant donné la loi sur l'urbanisme, Mme Labbé a fait quelques spécifications qui devaient être dites. Je pense que ce qui était important vraiment pour le Conseil, pour moi, de vous rappeler aussi là, ce matin, c'est de vous dire que ce qu'on dépose ce soir, tous les éléments réglementaires sont sévèrement encadrés par la loi sur l'urbanisme. On la suit à la lettre. Mais pour le Conseil, ça a toujours été hyper important d'aller au-delà de ce qui nous était demandé par la loi. Fait que tout l'exercice de cohorte qu'on a fait dans la dernière année, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un projet qu'on aurait concocté ensemble avec la direction générale, l'urbanisme, puis entre élus, puis l'option qu'on a plutôt privilégiée, qui est celle de vraiment impliquer les citoyens du secteur, les citoyens de la ville en général, parce qu'on avait vraiment un comité paritaire et diversifié qui a travaillé sur le plan. Donc, vraiment d'aller chercher le pouls des citoyens en amont pour s'assurer qu'on n'arrive pas à cette étape-ci, puis que tout est ficelé, puis que là, on commence à prendre les commentaires. Donc, pour nous, là, on est vraiment dans un achèvement, un aboutissement, et on a été dans des étapes là, supplémentaires qui n'étaient pas prévues à la loi sur l'urbanisme, mais qui, pour nous, étaient très, très importantes. Quand je dis nous, c'est le Conseil dans son ensemble. Mme Labbé mentionne aussi qu'il est question de 2 millions de pieds carrés, d'où l'importance de la participation citoyenne dans ce projet. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'entente, ça va nous permettre d'acheter presque 2 millions de pieds carrés en plein périmètre urbain, ce qui est, selon moi, un tour de force, en fait, qui va nous permettre de redonner l'accès aux citoyens à cet espace naturel-là. Donc, pour le Conseil, c'était évident que le statu quo était intenable.
On avait besoin là, de faire l'acquisition d'un maximum d'espace pour donner accès à un grand parc à l'intérieur de notre périmètre urbain, mais on a aussi plein d'enjeux de circulation qu'on vise à solutionner avec ce qu'on va déposer ce soir. Alors ça aussi, je voulais prendre le temps de bien le rappeler. On parle d'aboutissement, on parle d'une dernière étape. Là, je vous dirais, au niveau réglementaire, on va vraiment achever le parcours. C'est une étape importante, mais ça va quand même nous donner aussi une porte qui s'ouvre sur toutes les étapes subséquentes. Il ne faut pas se dire que c'est la fin de ce projet-là, mais plutôt le début. On va après scinder les choses probablement en plusieurs dossiers, mais on reconsultera pour tous les éléments du parc de secteur, les éléments du 2 millions de pieds carrés dont on fait l'acquisition. Donc, il y aura encore des discussions à avoir avec les citoyens. Ce n'est pas la fin non plus de ce qu'on veut entendre là, par rapport à la position citoyenne là, sur le reste des aménagements. Par la suite, notre journaliste s'est renseigné s'il y avait déjà une maquette qui avait été construite pour avoir une meilleure idée de l'ensemble du projet. Voici la réponse de Mme la mairesse. En fait, il ne peut pas en avoir parce que, décidément, une fois qu'on va avoir adopté le zonage, la plupart des projets qui vont se déployer sur le site vont être des projets intégrés, donc on va devoir revoir à la pièce un par un. Donc, il y aura encore une certaine latitude, là, et pour les élus et pour les citoyens de faire parvenir des commentaires sur certains éléments. C'est pour ça que je vous dis, c'est la fin ou c'est l'aboutissement d'un certain exercice, mais c'est aussi le début de ce qui va nous permettre de continuer de discuter sur l'aménagement du golfe, sur la suite. Julien Dubois, journaliste pour le Journal de Chambly, a demandé à Mme la mairesse en quoi les deux consultations, celle d'octobre dernier et celle de février à venir, seraient si différentes l'une de l'autre. Mais en fait, puis on avait vraiment délibérément nommé la rencontre du 10 octobre complètement autrement. On l'avait appelée une rencontre citoyenne. On l'avait faite aussi dans complètement une autre formule pour essayer vraiment d'aller chercher. Puis c'est souvent ce qu'on déplore là, dans la loi sur l'urbanisme, c'est que les mécanismes prévus par la loi sont beaucoup des mécanismes d'opposition. On voulait sortir de cette dynamique-là, puis plutôt mettre les citoyens dans un mécanisme où ils pouvaient apporter quelque chose à l'exercice et au projet, plutôt que simplement dire oui ou non. On ne voulait pas être dans cette dynamique-là. C'est pour ça qu'on avait fait l'Assemblée, ou plutôt la rencontre citoyenne. Puis c'était vraiment un exercice déambulatoire. On se souviendra, ce n'était pas un exercice où j'étais au micro pour répondre systématiquement à leurs demandes ou à leurs questions ou à leurs apports. Fait que c'est vraiment les gens de l'atelier urbain qui recevaient les commentaires. Bien entendu, ceux qui ont reçu le 10 octobre, bien, eux, ils l'ont mis dans l'exercice pour nous déposer un plan final que les élus vont présenter là, en fait, vont déposer ce soir en conseil, adopter ce soir et on va présenter ça le 20 à l'Assemblée de consultation, Assemblée publique de consultation. Fait que le 20, ça devrait être un projet pas mal achevé. Tu sais, je vous dirais que c'est pas définitif parce qu'il nous reste l'adoption finale qui est prévue en mars, définitivement. Puis j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas non plus voir le réglementaire comme la dernière étape du projet. Le réglementaire, c'est la première étape pour se donner la possibilité d'accéder à la suite. On aura à discuter des enjeux de circulation, de comment on va les régler. Il y a plein d'autres éléments où on n'est pas encore à la fin de notre parcours puis qu'on aura à discuter avec les citoyens. Mais il faut s'entendre sur certains paramètres de départ pour se donner la latitude de continuer dans ce projet-là. Puis on en est là. Puis c'est sûr là, qu'à l'Assemblée, là, le 20 février, on va vraiment faire la démarcation de ce qui avait été déposé, présenté aux citoyens, puis ce qu'on a fait comme changement depuis. Ça va être très, très clair. Notre journaliste de TVR9 a demandé à Mme Labbé s'il avait été question des autres villes à travers le monde ou même au Canada pour des idées inspirantes pour la venue de ce nouveau projet et ce nouveau quartier sur l'ancien terrain de golf de Chambly. C'est exactement comme ça qu'on a procédé avec la cohorte, en fait, au premier atelier de la cohorte. Puis certains vont le voir comme si on avait guidé des choses, mais quand on commence un atelier d'urbanisme avec des citoyens qui viennent de tous les horizons, il faut s'assurer qu'on a tous le même langage ou qu'on est capable de parler de certains points communs. Alors, les urbanistes, dès la première rencontre de la cohorte, avaient présenté des idées inspirantes. Soit de quartiers, il y avait un quartier urbain de Québec, donc quelque chose de très local, soit des quartiers européens. Donc, ils avaient donné vraiment plusieurs exemples, des quartiers américains aussi, plusieurs exemples de quartiers, bien sûr, urbains durables, parce que c'est là-dedans qu'on souhaitait s'inscrire. Donc, on n'est pas allé chercher des quartiers avec une mixité industrielle ou des trucs comme ça. C'est pas ça qu'on visait. Fait que des trucs qui pourraient bien s'intégrer sur le site. Puis on a présenté ça aux citoyens pour qu'on soit capable d'arriver déjà
à trouver des points communs, des voies de passage communes. Fait qu'on avait fait ce genre d'exercice-là, là, de présenter des inspirations. Ça avait été très intéressant d'ailleurs là, dans la première cohorte. Notre journaliste a ensuite demandé à Mme la mairesse ainsi que son directeur général, Jean-François Auclair, de quel type de logement il était question pour la construction prochaine ainsi que combien d'unités. Le logement social n'est pas prévu dans ces projets-là. Le logement abordable, je vous dirais que l'ensemble des projets là, dans les derniers 2 ans sur Chambly ont tous inclus du logement abordable. Avec les nouveaux programmes là, que la SHQ offre, SHQ puis fédéral aussi, je pense. Oui, là, il y a la différents... CHL. Ouais, les 2 programmes, nos grands projets municipaux actuellement intègrent du logement abordable. Là. Ouais. Dans l'exercice du golf, on s'en est tenu à ce qui était convenu dans l'entente, donc c'est 500 unités de logement qui viennent s'ajouter. Ce qui est particulier aussi, je vous dirais, dans l'exercice, on parlait tantôt des inspirations. L'une des lignes directrices, c'était d'intégrer l'ensemble des milieux naturels de qualité dans le parc. Fait que ça aussi, ça a été un peu une prémisse pour la cohorte, de s'assurer au niveau des bandes de protection riveraine, des cours d'eau, des milieux humides, des éléments boisés aussi structurants, ont été intégrés dans l'exercice de planification. Fait qu'on a un peu travaillé avec les contraintes environnementales dès le début, plutôt que les voir comme des contraintes au développement. Fait que tout ça a été intégré dans le plan concept. Je vous dirais que c'est un peu ce qui se démarque des autres projets qui sont faits ailleurs au Québec, là. Oui, c'est quelque chose aussi qui avait bien résonné chez les citoyens là, quand on a fait l'exercice de cohorte. Assez rapidement, le plus grand consensus qui s'est dégagé, c'est qu'on voulait que le parc nature, l'espace vert, soit d'un seul tenant. Donc, c'est sûr que si on veut que ce soit un seul grand espace vert, qu'on ne veut pas le morceler, ça a été, je vous dirais, la première prémisse sur laquelle on s'est entendu puis qui a quand même joué énormément là, dans le reste de l'aménagement. Ça nous vient des citoyens puis on a tenu à le respecter là, tout au long du processus. Bien sûr, on avait toutes les contraintes environnementales auxquelles on s'est ajouté aussi la protection d'un magnifique boisé là, qui est vraiment pas très loin de Périgny, où ça, on s'est assez rapidement aussi avec les citoyens entendu que c'était à protéger. Il y en a qui l'appellent la pinède, là, donc c'est vraiment des éléments qu'on a mis rapidement là, dans l'exercice. La question suivante portait sur les études de circulation en lien avec ce projet ainsi que le réseau routier. En fait, le projet qu'on est en train de déposer, c'est ce qui nous permet de régler des enjeux de circulation. Quand on a fait l'étude de circulation, on se rappellera, là, il y a déjà 3 ans de ça, quand on a déposé l'étude de circulation, les constats qu'on a eus, c'est que les enjeux ne sont pas nécessairement au niveau local. Les grands enjeux ou les grands problèmes de congestion, c'est à un niveau supra-local, un niveau beaucoup plus régional. Bon, ça, on va se le dire. On n'a pas nécessairement le pouvoir de gérer le développement des autres municipalités. Mais ce que nous, on avait prévu, puis incluant le golf, incluant les projets du centre-ville, incluant la Bénette, on avait vraiment tout mis sur la table pour que notre étude reflète vraiment le prochain 10, 15 ans, 20 ans de Chambly. Bien, on avait la confiance, avec l'étude de circulation, qu'on était capable de prendre ce développement-là. Fait que je comprends que, oui, il y a une inquiétude de la population, mais ce qu'on a validé, nous, c'est qu'on était capable de prendre ce développement-là prévu. La réalisation qu'on a eue, puis qu'on savait, là, je vous dirais que c'est pas une grande cachette, c'est qu'on sait que ce secteur-là, présentement, il est enclavé. Puis, dans un statu quo, donc présentement, on n'est pas propriétaire du terrain. On est incapable de bâtir ou d'installer des mécanismes qui permettraient d'alléger là, la pression sur Daigneault, sur Martel. Les recommandations d'études de circulation qu'on a eues pour se donner des solutions sur ces axes-là, ils viennent avec un exercice de planification sur ce qui reste du golfe parce qu'il va falloir dénouer cette impasse-là. Donc, ce projet-là nous donne accès à la série de mesures qu'on peut mettre en place pour désenclaver le secteur. Fait que ça va un avec l'autre. C'est peut-être contre-intuitif, par exemple, ça je l'entends, de dire, ben là, on va rajouter des citoyens pour régler nos problèmes. C'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. En terminant, il a été question des enjeux de circulation, plus précisément sur les rues Martel, de Bourgogne et Périgny. En fait, si je peux ajouter, il y a 3 éléments structurants. Évidemment, il y a le prolongement de l'avenue Bourgogne qui va permettre de désenclaver le secteur. On a évidemment la rue Martel. On vise à aller en sens unique sur la rue Martel, qui va nous permettre de faire en sorte qu'elle ne soit pas utilisée comme une rue collectrice. Et évidemment, on va refaire toute l'intersection La Force, Bourgogne et Périgny pour permettre le virage à double voie. Fait que toute cette intersection-là va être refaite la géométrie avec le ministère. On va tout refaire ça pour améliorer la fluidité à l'entrée de la ville et permettre aussi aux gens qui habitent le golfe, les futurs citoyens, les résidents actuels, de transiter par l'avenue Bourgogne plutôt que la rue Martel
pour les permettre de se rendre vers le centre-ville. Fait qu'on a un plan qui est adopté et qui est adopté aussi par le ministère, qu'on va mettre en œuvre évidemment dans les prochaines années là, pour désenclaver la circulation dans ce coin-là. On retrouve Audrey Renaud, qui est responsable du service éducatif à la Maison autochtone. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, premièrement. Ma première question, vous fêtez vos 25 ans cette année. Oui. Avez-vous une programmation spéciale? On a toujours une belle programmation à la Maison autochtone. On a plein d'activités cette année, un repas anniversaire un peu plus tard ce printemps, des activités, des conférences également qui vont avoir lieu avec des expositions spéciales pour nos 25 ans. Ce qui retient l'attention ici à la Maison autochtone, c'est le sirop d'érable. Hein? Oui. Qu'est-ce qui différencie la maison d'une érablière comme les autres? La Maison autochtone, déjà par son nom, ça vient différencier d'une érablière. La Maison autochtone, c'est un lieu d'échange, de partage et de rapprochement entre les peuples. La mission ici, c'est de mieux faire connaître l'ensemble des Premières Nations et on fait ça en 3 volets. Mon volet principal, c'est un volet muséal. Donc, on est présentement au cœur de l'exposition permanente qui s'appelle « De l'eau à la bouche », donc sur la façon traditionnelle de faire le sirop d'érable avant l'arrivée des premiers Européens. On a un volet environnemental également. On est situé dans le parc de l'Érablière. Donc, déjà là, ça permet de sensibiliser les gens à l'importance de la terre-mère chez les Premières Nations. Et on a un volet gastronomique avec la fabrication du sirop d'érable, le café le michtan et les repas également qu'on peut retrouver, entre autres, pendant la période des sucres. Je pense que vous touchez une corde sensible au niveau du repas gastronomique. Vous avez des objets avec vous. Pouvez-vous justement nous expliquer un peu là, pourquoi vous avez amené ces objets-là pour nous présenter? Oui, tout à fait. Donc, la maison ici, on a été nommé par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada comme ce lieu de référence nationale pour l'origine de la sériculture et des produits de l'érable. Donc, le travail qu'on fait avec l'érablière, mais aussi avec l'exposition permanente, dont j'ai pris quelques objets là, à vous présenter, fait en sorte qu'on a eu cette belle nomination-là déjà il y a de nombreuses années. Donc, j'ai amené avec moi des récipients parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les érablières, on va retrouver soit de la tubulure ou bien encore certaines qu'on va dire plus rustiques avec des chaudières de métal. Mais la façon traditionnelle de faire le sirop d'érable avant l'arrivée du métal, avant l'arrivée des Européens, va être avec des pots en argile ou encore des récipients en écorce, un peu comme celui-là ici. Okay. On parle de fabrication artisanale de sirop d'érable. Là, on remonte là, à plusieurs milliers d'années. Oui, tout à fait. Donc, mais même juste quelques centaines d'années avant l'arrivée des Européens. Ça va prendre beaucoup de temps avant que la chaudière de métal soit vraiment utilisée. Parce que même dans les années 1800, ça va être des chaudières en bois qui vont être utilisées. Donc, tout ce qui est métallique va venir un peu plus tard. On ne sait pas, mais moi, je ne savais pas avant d'arriver ici. C'est les Autochtones qui ont mis en branle le processus de fabrication du sirop d'érable les premiers. Mais, bien sûr. Pour les Premières Nations, le sirop d'érable, c'est pas seulement une question de manger un sirop qui est délicieux, c'est une question de survie. Parce que lorsqu'on vit dans la forêt, les derniers fruits, légumes qu'on peut cueillir ici à l'automne dans nos forêts, dans nos jardins, c'est au mois d'octobre, au mois de novembre, si la saison est belle. Et ensuite, bien, ça va au printemps véritable, donc le mois de mai. La période des sucres, c'était une période très importante pour faire le pont entre la fin de l'hiver et l'arrivée réelle du printemps. Donc, c'est un aliment qui est lié à la survie des nations autochtones. Oui, on faisait le sirop d'érable, mais on allait principalement chercher le sucre d'érable, qui donne une dose d'énergie. Donc, quand on n'a pas grand-chose à manger, manger un petit peu de sucre d'érable nous permettait d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, continuer à chasser et à se promener. Pour une personne qui n'a jamais fait ça du sirop d'érable, pouvez-vous nous expliquer un peu la recette? Comment on fait ça? Oui, c'est très simple. Donc, premièrement, aujourd'hui, on est habitué du chalumeau en métal. À l'origine, c'est une simple goutterelle en bois comme celle-là ici. Donc, vraiment... Goutterelle, vous dites? Goutterelle, exactement. Donc, on fait une petite entaille dans notre érable, on installe la goutterelle et on vient mettre notre récipient en dessous. Donc, c'est vraiment pas très haut, là, c'est une trentaine de centimètres du sol. Et l'eau d'érable va perler goutte à goutte pour tomber dans notre récipient. Lorsqu'on a le récipient est plein, on le ramenait au campement. Et là vient le temps de faire bouillir ou de transformer. On peut transformer en faisant geler l'eau d'érable. Donc, ça donne un sirop qui est un peu plus transparent, moins sucré, mais ça fonctionne. Mais sinon, la meilleure technique, celle qu'on connaît le plus, c'est en faisant bouillir l'eau d'érable. Donc, soit on met notre récipient en argile en haut du feu directement et ça va faire bouillir. Mais si j'ai un récipient comme celui-là ici,
on s'entend que ce n'est pas celui en écorce que je vais mettre directement en haut du feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pierres. Je vais mettre des pierres dans mon feu. Elles vont devenir brûlantes. Et ensuite, avec une pince, je vais pouvoir les prendre et les mettre dans mon eau froide. Ça va donner comme un coup de chaleur. Ça va faire augmenter la température de l'eau. Et je vais alterner comme ça les pierres jusqu'à temps que l'eau se mette à bouillir. Et là, tranquillement, le processus de réduction va arriver. Donc, c'était un très long processus parce qu'on le sait, ça prend 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop. Donc, imaginez quand on réduit encore, après le sirop, on arrive à la tire. Ensuite, on arrive ce qu'on appelle au Québec du beurre d'érable, mais qui est du sucre mou. Et finalement, quand il n'y a plus d'eau du tout, c'est le sucre dur, dans lequel on va faire des barres de sucre d'érable qu'on pouvait conserver plus facilement. Pour ceux qui viennent ici, vous visitez à la maison autochtone, vous n'avez pas cette méthode-là traditionnelle, mais vous avez quand même une méthode traditionnelle. Hein? Effectivement. On va utiliser, nous, à l'extérieur, des chaudières de métal. Par contre, la façon de transformer, ce n'est pas dans un évaporateur moderne, c'est vraiment dans des grands chaudrons en fonte, exactement comme ça se faisait lors de la période de contact lorsque les Européens ont amené les chaudrons de métal ici et que les Premières Nations vont se mettre à les utiliser. Donc, à l'extérieur, autour du feu, on a toute l'installation qui est là et on fait bouillir, on transforme le sirop d'érable sur place dans des grands chaudrons. C'est quelle période de l'année? C'est en mars environ? Ça dure combien de temps? C'est Dame Nature qui décide, c'est la terre-mère. Donc, c'est de la mi-mars à la mi-avril en général. C'est sûr que selon la saison, des fois ça commence plus tôt, des fois ça commence plus tard. Il y a des saisons très courtes, il y en a qui sont plus longues. Pour que ça coule, il faut que ce soit sous 0 degré la nuit et entre 0 et 8 degrés le jour. Donc, dès qu'on n'a pas ces deux chiffres-là, malheureusement, ça ne coule pas, ça ne marche pas. Vous m'avez parlé tantôt d'une expérience gastronomique. Oui. J'imagine que c'est aussi ce qui distingue la maison autochtone des autres érablières. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne si jamais on a envie de venir goûter à un repas autochtone? Tout à fait. Donc, ici, à chaque année, on offre 4 repas. Donc, ces 4 repas, ce sont des soirées thématiques. Le menu est très simple. C'est un potage de courge accompagné de bannick, donc un pain autochtone sans levure. On a ensuite le haut de cuisse de poulet, qui est mariné aux herbes de la montagne et au sirop d'érable, servi sur un duo de riz blanc et sauvage avec une salade iroquoise de maïs. Donc, tous des aliments qu'on retrouvait dans la région. Pourquoi le poulet? Le poulet ressemble beaucoup à la volaille que les Premières Nations chassaient ici, les petits oiseaux, les perdrix, tout ça. Et en dessert, on a notre fameuse tarte au sucre sans croûte cuisinée selon une recette atikamekw. Ça, même si vous ne venez pas pour un repas complet, vous pouvez venir au Café Le Michtan n'importe quand dans l'année déguster notre tarte au sucre. C'est une recette secrète qui est excellente. Elle ne se trouve qu'ici à la Maison autochtone. Ça s'adresse à qui, ce repas-là? N'importe qui peut s'inscrire et venir goûter à ça? Oui, le repas, ce sont des soirées qui s'adressent à toute la famille. Donc, c'est un souper qui va être animé. On a donc de l'animation entre les services qui parle de l'origine du temps des sucres chez les Premières Nations, de l'importance de cette saison-là qu'on appelle le pré-printemps chez les Atikamekw, donc qui est Cénomosie, la lune de l'érable, chez les Abénaquis. On a également la tire sur la neige qui est servie, la visite libre du musée des expositions avant le repas. Et à la fin, on invite tout le monde autour du feu à l'extérieur pour des contes, donc à la pénombre autour du feu. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, entre amis, en famille, seul même, tout le monde peut venir assister au repas sur réservation. Les réservations, on fait ça comment? Sur Internet, par téléphone? Par téléphone. Appelez-nous, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous nous téléphonez ici. On va mettre le numéro de téléphone au bas de l'écran. Parfait. Donc, vous nous appelez et nous, ça nous fait plaisir de prendre votre réservation. Et si jamais vous n'avez pas le temps de venir pour un souper complet, dans la journée, les fins de semaine de mars et avril, ce sont nos fins de semaine de l'érable. On a des activités thématiques qui sont organisées. Le Café Le Michtan est accessible aussi pour les dégustations de tarte au sucre avec des tisanes. Donc, c'est possible de venir déguster un petit quelque chose de sucré dans la journée. Ça a vraiment l'air bon et en même temps intéressant d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre ici, le fonctionnement et l'histoire. Audrey Renaud, merci beaucoup pour ces explications-là. J'invite tout le monde à venir visiter la Maison autochtone. Je rappelle, vous êtes responsable du service éducatif à la Maison autochtone. Oui, Miigwech, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du Régional.
Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé ou si vous êtes vous-même intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 aurait besoin de vous. Communiquez avec nous par courriel à l'adresse info@tvr9.com et vous pourriez peut-être venir nous aider ici en studio. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 60 minutes du Régional.